cet amour de l'homme pour le cheval peut même virer à l'adulation, voire à la vénération, au point de lui élever un palais. Et c'est le cas des fameuses écuries de Chantilly. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il considérait les jardins de Chantilly comme sa plus belle réalisation. Le véritable trésor de Chantilly, le château de Chantilly. Donc à Chantilly, Chantilly, les domaines de Chantilly. à Chantilly, De Chantilly. Chantilly, de Chantilly. 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 Chantilly, de Chantilly. Chantilly. Chantilly, Chantilly, Chantilly. Chantilly. de Chantilly, Chantilly. Chantilly. Savoir, est-ce que la chantilly vient de Chantilly? Oui, la crème d'origine vient de Chantilly. À l'origine, à Chantilly, on produisait de la crème qui a fait que la crème Chantilly prenne ce nom-là. En France, on a beaucoup de châteaux, à tel point qu'il y en a à peu près un pour chaque lettre de l'alphabet. Par exemple, si on prend la lettre C, on va trouver Chenonceau, Chambord, et évidemment, on va trouver Chantilly. Et ça, je peux le continuer encore pendant très longtemps. P, on aura le château de Paderne, Pommier, et puis Vert. K, Kagenfeld, Kerjan, Cariolet. Les 3 C, les 3 P, les 3 K. Enfin, les 3 K. C'est un véritable catalogue infini. Presque infini. Logiquement, ça signifie que peu importe où vous vous trouvez en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ce soit à Bordeaux, à Lille, à Lyon ou dans le trou du cul de la France, vous aurez un château à quelques kilomètres de chez vous. Bien sûr, faut pas vous attendre à des grands châteaux, hein. Ils sont pas tous aussi majestueux que Versailles, que ce soit en termes d'architecture ou d'état de conservation. Malgré leur nombre, tous ne sont pas ouverts au public. Certains sont des résidences privées et donc on peut pas aller comme ça chez les gens pour voir leur maison. D'autres châteaux sont tout simplement interdits d'accès et certains sont même abandonnés. Les conflits anciens et l'épreuve du temps ont laissé certains de ces édifices au bord de l'effondrement, rendant impossible leur visite sans prendre le risque de... mourir. Parmi les plus de 40 000 châteaux en France, c'est une estimation, hein, c'est Chantilly qu'on a choisi. Pourquoi? C'est pas le plus imposant, ni le plus magnifique. Son histoire est pas forcément la plus remarquable du pays et pourtant c'est celui qui a été retenu. On a une histoire particulière avec lui. Chantilly, on est tombé dessus par hasard. Pas dans un livre d'histoire, et encore moins en cours, c'était en jouant. Car Chantilly, c'est un des rares châteaux français, si ce n'est le seul château, qui a inspiré une map multijoueur dans un jeu vidéo. Une map sur laquelle vous avez peut-être déjà joué, une map qui fait partie d'un jeu qu'on adore, un jeu qui bientôt, 10 ans après sa sortie, attire toujours autant de joueurs, et qui est né dans la tête d'un homme il y a quelques années, dans un pays à quelques milliers de kilomètres de la France, un pays que vous connaissez sûrement si vous aimez les daims et les meubles, c'est la Suède. Et c'est dans la tête de ce monsieur que l'idée de ce jeu est née. Stéphane. Et le métier de Stéphane, il est assez simple, c'est qu'il est sound designer. C'est une profession qui existe dans le cinéma, dans la pub, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Stéphane, il l'exerce dans le monde du jeu vidéo. Son boulot, ça va être d'enregistrer, de collecter, de modifier et de créer des effets sonores ou d'ambiance. Comme beaucoup de sound designers dans le milieu, Stéphane, il est musicien. Mais lui, il n'a pas décidé de poursuivre dans la musique, parce qu'il a remarqué quelque chose qui le dérangeait fondamentalement dans les jeux vidéo, c'est les mauvais sons. Quand on a l'oreille fine comme lui, reconnaître les bonnes musiques, les bons sons, c'est facile, mais reconnaître les mauvais sons, ça l'est encore plus. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris son ordi, ou ce qu'il utilisait à l'époque, et les sons, il les a modifiés. Il a modifié les fichiers du jeu pour que les sons soient de meilleure qualité. Après tout, au même titre que les graphismes et la musique, les effets sonores, c'est tout aussi important. C'est ce qui nous permet de nous immerger dans un jeu, et parfois c'est tout simplement la première chose avec laquelle on va entrer en contact quand on lance un jeu. Donc son travail, par exemple, ça va être de faire les bruits de moteur. Mais ça s'arrête pas là. Les cliquetis de métal quand on recharge un fusil, ça va être lui. Les crépitements du feu qu'on entend, ben ça va encore être lui. Et ça va encore être lui quand on entend le chant des oiseaux et le bruit des combats au loin. C'est lui qui va produire tout ça. Seulement avoir des instruments de musique c'est bien, des logiciels qui fonctionnent c'est super, mais comme tout son à l'origine il faut avoir de bons enregistrements. Et c'est exactement ce que Stéphane est en train de faire. Enfin je dis Stéphane, mais c'est Stéphane et son équipe, ils sont en train de faire une prise de son sur un terrain d'entraînement de l'armée suédoise.
Et évidemment, comme on est sur un terrain militaire, ça sera pas des sons tout doux d'oiseaux et d'écureuils, ça sera des sons qui seront un petit peu plus forts, des bruits de balles, des bruits de bottes, des bruits de chars, bref, des sons de guerre. Et justement, s'il est en train de capturer de tels sons, c'est qu'il y a une raison. Stéphane, il travaille pour un studio de développement qui depuis quelques années fait une saga de jeux vidéo qui est bien connue maintenant. Vous la connaissez d'ailleurs sûrement, c'est Battlefield. Il y a eu Battlefield 1942, la Seconde Guerre mondiale, Battlefield Vietnam, vous avez compris, et Battlefield 2. Et en cette année 2006, il prépare le prochain opus qui sera bien différent des autres, parce qu'il nous emmène dans un futur très loin, c'est Battlefield 2142. D'un point de vue créatif, Battlefield 2142 c'est vraiment cool. À l'instar de Battlefield 1942 ou Battlefield Vietnam, qui du coup étaient des conflits qui existent vraiment, ils avaient des armes et des véhicules qui existent vraiment, du coup les sons devaient coller à ce qui existait dans le monde réel. Avec Battlefield 2142 on n'a plus ce problème, on peut se permettre quelques libertés, tout en restant fidèle à leur base évidemment. Stéphane il n'a pas travaillé sur le développement de 2142 mais il l'a suivi. Et pendant ce temps il va réfléchir. Il va se dire, ça fait 4 jeux Battlefield bientôt, on a vécu différentes époques, on a traité différents thèmes, ça va être quoi la suite ? Battlefield, c'est des grands conflits sur des grandes cartes avec beaucoup de joueurs. Quelle guerre, quel conflit, passé ou présent, pourrait coller à cet ADN ? Ils avaient déjà fait un jeu sur la Seconde Guerre mondiale. Mais ça n'était que la Seconde Guerre mondiale. Il y en avait une avant, la Grande Guerre. La guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres. Ça serait peut-être intéressant de la traiter dans un jeu vidéo. Surtout qu'en 2006, les FPS qui parlent de la Première Guerre mondiale, il n'y en a pas beaucoup, et ceux qui parlent de la Première Guerre mondiale tout court, ils sont pas très récents. Il y a peut-être une chance à saisir, et Stéphane, ça va le faire réfléchir. Et justement, de cette réflexion, il va commencer à partager ses idées à des collègues à lui. Coup de bol, ses collègues partagent exactement le même point de vue que lui. Ils pensent que faire un jeu sur la Première Guerre mondiale, un jeu Battlefield, ça peut fonctionner. Cette idée, il la garde en tête, il la fait mûrir, il établit un petit dossier avec ses arguments, et au bout d'un moment, il faut aller la présenter au patron du studio, pour faire en sorte que ce projet se concrétise en un jeu. Il est convaincu de son idée. Il est sûr que le prochain Battlefield, ça sera un jeu sur la Première Guerre mondiale. Il faut que ça le soit, ça va fonctionner. Il en est sûr à 200%. Le problème, c'est que le patron, il est pas du tout de cet avis. Il pense que la Première Guerre mondiale, ça va pas être amusant. Il pense que les joueurs, ça va pas les intéresser. Il pense aussi que certains joueurs ne connaissent tout simplement pas la Première Guerre mondiale, qui est un conflit beaucoup moins connu que la Seconde. D'autant plus qu'à cette époque, les FPS qui sortent et qui vont sortir commencent à se détacher de ces conflits passés pour parler de guerre moderne ou de guerre futuriste. Et justement, DICE est bien placé pour le savoir. Du coup, faire un jeu qui se passe pendant la Première Guerre mondiale alors que la concurrence fait pas ça, c'est peut-être un petit peu casse-gueule. Et malheureusement, l'idée de Stéphane, aussi bonne qu'elle soit, elle va pas se réaliser. Du moins pour le moment. On est en mai 2016. Et il y a cette image, qui parmi tant d'autres, apparaît sur Reddit de nulle part. Alors on peut facilement deviner de quoi ça parle, c'est le prochain Battlefield. Ce leak va venir titiller les experts historico-scientifiques de Reddit qui vont se jeter sur l'image et pour essayer de la décortiquer. On y verrait apparemment un uniforme de la Grande-Bretagne pendant la Première Guerre mondiale. Le pistolet que brandit le soldat, c'est un Mauser C96 et c'est une arme qui était utilisée pendant la Première Guerre mondiale. Ce qu'on voit au fond, c'est un ballon dirigeable. Et la Première Guerre mondiale, le XXe siècle, le début de l'aviation. Tant d'indices qui laissent apporter que la Première Guerre mondiale sera le thème de Battlefield 1. Pour le coup, ça faisait quelques mois qu'il y avait des bruits de rumeurs, des bruits de couloirs qui disaient que le thème du prochain Battlefield, ça serait la Première Guerre mondiale. Et là, on a un petit peu une confirmation quand même. Toute la presse jeux vidéo s'est jetée sur l'information, la presse générale aussi, et le plus ironique dans tout ça, qui est plutôt un coup de malchance, c'est que comme je l'ai dit, cette leak elle est sortie en mai 2016. Le 6 mai 2016, dans la soirée. Le problème c'est qu'aux alentours de 22h, DICE avait prévu une conférence. Une conférence officielle, et ils avaient bien fait les choses.
Ils avaient une salle à Londres, ils avaient invité des journalistes, ils avaient prévu un stream pour que tout le monde puisse vivre le reveal de Battlefield 1 ensemble, mais ils n'avaient pas prévu que la news allait sortir quelques heures avant. Welcome! Yes! This is awesome. I am Jose Sanchez, and we are here today to talk about what the internet is losing their mind about, especially today. And we are inviting you to discover the future of Battlefield. Mais ça, on s'en fout à la limite. Les leaks, ça arrive tout le temps, que ça soit dans le cinéma, dans les séries, dans la musique, ça arrive tout le temps maintenant, on a l'habitude. Non, ce qu'on veut, c'est voir le nouveau Battlefield. Parce qu'après un Battlefield Hardline qui était un petit peu bof, il y en a qui l'ont aimé, il y en a qui l'ont détesté, nous on l'a trouvé moyen. C'était pas un bon jeu, mais c'était pas un mauvais jeu non plus. Là, on allait avoir un Battlefield qui retourne un petit peu aux sources, un conflit ancien, et avec un thème jamais abordé, qui est la Première Guerre mondiale. Tout le monde était curieux de voir comment ils allaient le faire, et du coup, ce qu'on voulait voir, c'était des images de jeu. Alors la conférence, on la passe rapidement, c'est 45 minutes de blabla habituel. Pourquoi il faut un jeu Battlefield 1, ce qui les a poussés, nanana. Au bout de 45 minutes, on a quelque chose qu'on attendait tous, c'est une bande-annonce. Now, it's time to show you where Battlefield is going next. Everything you're about to see was captured in-engine. This is Battlefield 1. Et putain ça claque. Alors j'ai pas laissé la musique entière parce que j'ai pas envie que YouTube vienne me perforer les couilles pour avoir utilisé une musique copyright, mais si vous voulez la voir, c'est facile à trouver, c'est la vidéo avec le plus de vues sur la chaîne officielle de Battlefield. Au moment où j'enregistre ces lignes, on est en janvier 2024 et la vidéo a 71 millions de vues. C'est pour vous dire un petit peu l'impact que Battlefield 1 a eu sur les joueurs et qu'il a encore sur la communauté Battlefield aujourd'hui. On avance maintenant un tout petit peu dans le temps, d'un tout petit mois, et on est en juin 2016. Et rappelez-vous ce que c'était le mois de juin. C'était incroyable, c'était l'E3, c'était le Noël des joueurs, il y avait tout le monde. Ubisoft, Electronic Arts, Sony, Microsoft, tout le monde était là, tout le monde venait présenter ses jeux, tout le monde venait présenter ses futurs projets, ou alors ils venaient annoncer un énième DLC qui allait coûter 50 balles. C'était incroyable. Pendant 3 jours, toute la communauté du jeu vidéo se réunissait, et on savait qu'on allait vivre des journées mémorables. On savait aussi qu'on allait nous mentir de façon éhontée et que les jeux qu'on voyait là, le jeu qui va sortir dans 3 ans, on sait qu'il ressemblera pas à ça. Hein. La précommande qui est claquée au sol et qui coûte 150 balles et avec une statuette qui est dégueulasse, on sait que ça va être de la merde, mais on y retournait parce que c'est ça l'esprit E3. C'est 3 jours de pur bonheur où on sait qu'au final, ça sera décevant qu'on l'aura entre nos mains. Et on y retournait à chaque fois. C'était fantastique. Mais ça c'est une page du passé. Puisse-t-il reposer en paix là où il est. Revenons à Battlefield. Comme d'habitude, Electronic Arts venait présenter leur jeu avec un énième FIFA et un énième Madden, à la différence que pour présenter FIFA 17, ils avaient invité José Mourinho, et c'était pas la première des célébrités qui allait défiler pendant leur conférence. C'est notamment l'annonce de grands jeux, notamment Titanfall 2, qui on sait où il est maintenant dans l'esprit des joueurs, Mass Effect Andromeda, qui on sait où il est dans l'esprit des joueurs, et surtout un bon gros segment spécial sur Battlefield 1 en fin de conférence. Le mois d'avant, on avait eu la bande-annonce de Reveal, et maintenant on a la bande-annonce officielle. Et en plus, ils ont fait quelque chose qui est sûrement le meilleur moyen pour présenter le jeu, c'est de faire des LAN. Ça paraît peut-être un petit peu con, mais le fait d'aligner des PC, de dire aux gens, venez essayer le jeu, vous allez jouer dans une équipe, vous allez affronter une autre équipe, c'est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus naturel que de montrer du gameplay qui a été préenregistré pour être sûr que tout va bien et qu'il n'y ait pas de bug. Et comme Electronic Arts fait pas les choses à moitié, et surtout qu'ils savent qu'ils ont une communauté Battlefield qui est riche, avec beaucoup de créateurs de contenu qui sont là pour certains depuis plus de 10 ans, ils ont décidé de les inviter pour jouer à Battlefield 1. Et évidemment, ils ont décidé de faire passer le micro pour parler du jeu à des gens qui connaissent très bien la saga Battlefield,
c'est Jamie Foxx, Zac Efron et Snoop Dogg. Encore un bond dans le temps, et cette fois on est le 21 octobre 2016. Ça y est, Battlefield 1 est sorti. En une semaine, 3 460 000 copies du jeu seront vendues. C'est la seconde meilleure sortie pour un Battlefield en une semaine, après Battlefield 3, c'est pour dire. La réussite de Battlefield 1, elle n'est pas volée. C'est un jeu qui mérite absolument son succès, parce que déjà il réinvente un petit peu la série, mais il apporte aussi des éléments qui viennent dire que Battlefield 1, c'est peut-être le dernier Battlefield qui était vraiment bon. Le gameplay a changé, les classes ont changé, la classe Assaut qui servait aussi de médecin, cette partie a complètement été transférée à une classe médecin qui a été dédiée. Le côté ingénieur a été transféré à la classe soutien qui, en plus de ravitailler les alliés, sert aussi à réparer ou détruire les véhicules, et la classe sniper, elle a pas trop bougé. Il y a évidemment le fameux mode opération, le meilleur mode Battlefield qui n'ait jamais été créé sur la Terre entière. C'est vraiment un super mode. Et il est très simple. 2 équipes, une qui attaque, une qui défend. Des points à capturer, c'est la base. Chaque game se joue sur 2 ou 3 maps. Si l'équipe qui attaque arrive à prendre les points, alors on passe à la map d'avant. Si l'équipe qui attaque n'arrive pas à avancer, ils ont du soutien. Ils ont les mastodontes. C'est des véhicules énormes, un dirigeable, un train ou un bateau, qui vient les aider à capturer les points. C'est un mode qui est organique, qui est évolutif, et surtout c'est du neuf. Ça fait du bien d'avoir du neuf. C'est sympa, c'est amusant, bref, c'est génial. Un autre aspect aussi qui fait la renommée du jeu, c'est sa musique. Toutes les musiques de Battlefield 1 sont magnifiques, et j'insiste dessus, toutes les musiques sont effectuées à la perfection. Le travail de Patrick Andren et Johan, dont je vais pas essayer de prononcer le nom pour éviter de faire une connerie, ils ont absolument réussi. C'est pour ça qu'ils sont revenus ensuite pour faire la soundtrack de Battlefield 5, qui est tout aussi magnifique, mais Battlefield 1, elle est vraiment spéciale. À un moment, on peut se sentir empli de joie parce qu'on est à 2 doigts de gagner la game, et du coup on sait qu'on va écraser l'ennemi. À l'extrême opposé, il y a la peur. On sait qu'on va perdre la game. On sait que c'est foutu. Mais on continue de pousser. On continue de les repousser, quoi qu'il arrive, et on lâchera pas le morceau. Nous avons peut-être perdu la bataille, mais pas notre honneur. Parce que vous vous êtes bien battus. Redressez la tête en sachant que vous avez fait tout votre possible. Et il y a évidemment la tristesse. La mélancolie. Le souvenir de quelque chose qui aurait pu être magnifique, de quelque chose qu'on attendait avec excitation, le renouveau de quelque chose qu'on aime de tout notre cœur, et qui, une fois qu'on le voit, une fois qu'on l'a entre nos mains, n'est qu'une énorme déception. I thought I had my actual gun out, but I didn't. This is hard. And hold E. I almost died. I'm inside You're the building. insult. You clipped into the building. I can't anymore. How about, are all of these like that? What? Bon, c'est beaucoup trop triste d'un coup, hein. On reparle de la musique. Imaginez notre tristesse quand on a appris qu'il y a quelques années, DICE avait organisé un événement qui s'appelle DICE à l'Opéra, qui est une série de représentations durant laquelle l'Opéra Royal de Suède va interpréter des musiques de DICE. Pour célébrer leurs 30 ans dans le jeu vidéo, ils vont jouer plusieurs musiques de leurs jeux les plus connus, notamment Mirror's Edge, Battlefield et surtout Battlefield 1. Si la musique fonctionne si bien, c'est parce que le thème traité, aussi bien dans le mode multi comme dans le mode solo, et lui aussi il est très bien traité. Battlefield 1 va encore changer la donne par rapport aux opus précédents. Dans Battlefield 4 on suivait la vie de Riker, et là on va suivre la vie de 6 personnes.
On a 6 petites histoires qui sont certes courtes, mais remplies d'informations, remplies de personnages intéressants et évidemment remplies d'histoires. En tant que Français, c'est toujours intéressant de voir comment se passait un conflit dans lequel on était directement impliqué, à l'autre bout du monde. Quand on parle de la Première Guerre mondiale, on pense à Verdun, on pense à la Somme, mais la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas que nous. Il y avait tous les autres endroits du globe qui étaient concernés. Dans le jeu, on va aller dans les montagnes d'Italie, par exemple. On va ensuite aller au sud, et on va aller voir la bataille des Dardanelles un petit peu plus près. On va aller dans le désert arabe, et on va aller voir le combat contre l'Empire ottoman. On va faire un grand tour du monde. Battlefield 1, c'est un jeu qui parle de la Première Guerre mondiale, et on trouve qu'il fait plutôt bien son boulot. On comprend ce que c'est, on a l'émotion, on comprend les ramifications, mais pour certains, Battlefield 1 fait un très mauvais travail quand il s'agit de représenter la Première Guerre mondiale. Certains iront même dire que Battlefield 1 n'est pas un jeu sur la Première Guerre mondiale, que comme on suit pas la réalité historique à la virgule près, et ben que du coup ça ne parle pas de la Première Guerre mondiale. On suit pas la vie des soldats dans les tranchées, il y a des combats urbains qui n'ont pas lieu d'être, il y a des équipements qui n'ont pas lieu d'être. Donc au-delà de pas comprendre le principe de Battlefield 1, ils ont pas compris le principe de jeux vidéo et de jeux vidéo multijoueurs. Il y a des concessions qu'on fait au nom du gameplay, il y a des concessions qu'on fait au nom du level design, il y a des concessions qu'on fait au nom d'autres raisons, parce que c'est un jeu vidéo. Le but c'est de s'amuser, le but c'est que ça soit un jeu, c'est pas une simulation. Et évidemment que ça va pas être fidèle à la réalité, parce qu'on se ferait chier sinon. C'est pas un simulateur comme Tannenberg, comme Isonzo, comme Verdun. Battlefield, c'est du grand spectacle. C'est un FPS AAA, c'est un blockbuster du jeu vidéo. Évidemment qu'on va pas être fidèle. Le but, c'est de s'amuser. Mais bizarrement, on s'est posé la question, est-ce que les cartes sont fidèles finalement? Est-ce que les maps de Battlefield 1, elles ressemblent à leur contrepartie réelle? On a 29 maps dans Battlefield 1, toutes aussi géniales les unes que les autres, toutes les maps sont cool, sauf toi. Mais le reste est génial. De toutes les maps de Battlefield 1, il y en a plusieurs qui se passent en France. Il y a évidemment les hauteurs de Verdun, il y a la Somme, il y a la balafre de Saint-Quentin, il y a Amiens et son centre-ville. Mais celle qui a attiré notre attention, c'est une autre. Une des maps du jeu de base qui s'appelle Bal funeste au château. Et qui a été inspirée par, devinez qui, le château de Chantilly. La suite, elle était logique. Est-ce que le château de Chantilly ressemble à Battlefield 1? Ou est-ce que Battlefield 1 a été fidèle au château de Chantilly? Ça marche dans les deux sens. Alors on a regardé sur internet, on a regardé des plans aériens, on a regardé des reportages, mais finalement, la meilleure solution c'est d'y aller, c'est d'aller sur le terrain. Un petit peu comme Stéphane. Bah c'est ce qu'on a fait. On a pris nos petites jambes, enfin nos petits pneus, parce qu'on y allait en voiture, c'est quand même pas à côté, Chantilly, et on allait voir. On est allé comparer. Donc voilà, dans cette vidéo, on parle de jeux vidéo, on va parler d'histoire. Tiens, ça me donne une idée de générique d'ailleurs. Chantilly, c'est pas à côté. 5 heures de route qui auraient pu franchement être raccourcies à 4, si on n'avait pas mangé et surtout si on était foutu de suivre un GPS correctement. Je m'explique. On est passé par là, et le GPS nous indiquait de passer par là. Sauf qu'étrangement, pour une raison qui reste encore un mystère à l'heure actuelle, grâce à mes moultes compétences d'orientation, j'ai réussi à nous faire prendre la mauvaise sortie. On est passé par là. C'est une erreur toute bête, c'est tout con, qui nous rajoute aussi 20 minutes de trajet en voiture dans le cœur de Paris. Bon, c'est pas grave, mais c'est quand même dommage de perdre du carburant surtout pour ça. Malgré ce léger contretemps, nous arrivâmes enfin à notre destination. Oh là là, c'est... Oh là 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 là. L'immensité du domaine de Chantilly, c'est vraiment la première chose qui nous a frappé quand on est arrivé sur place.
Et d'ailleurs, on y est resté 2 jours. Le planning qu'on avait, il était simple. D'abord la visite de l'intérieur du château, le musée Condé, la bibliothèque, le premier jour, puis le jour d'après, l'extérieur avec les jardins et les écuries. Comme à notre habitude, ça s'est pas passé comme ça, et on a tout fait en même temps sans ordre précis. Et en plus, il pleuvait, tout le week-end. Du coup, pour filmer des plans extérieurs qui sont plutôt jolis, c'était quand même assez compliqué, mais on s'en est sorti pas trop mal. Enfin, pas trop mal, c'est un grand mot. D'ailleurs, si la qualité des images laisse un peu à désirer, des plans instables, mal cadrés, une luminosité trop faible, enfin ce genre de truc, ben, la raison elle est simple, c'est qu'en fait on a reçu notre caméra quelques jours avant de filmer. Et donc du coup on n'a pas trop appris à s'en servir. Voilà, c'est la raison principale. Et aussi qu'on est très con. Le premier jour commence et on arrive à Chantilly. Quelle beauté, quelle magnificence que de voir ce château qui siège sur un banc de terre, qui est entouré par des douves et qui d'ailleurs ne ressemble pas du tout à Battlefield 1. Si on prend la map, le château est encerclé par de la terre. C'est curieux, non? Ça pose la question, pourquoi foutre un château ici et pas ailleurs? Regardez Chantilly, on est proche d'une rivière, sur un terrain marécageux et donc avec un sol mou qui n'est pas fait pour accueillir une construction aussi large. Qu'est-ce qui a bien pu pousser les constructeurs de l'époque à mettre un château à cet endroit précis? Eh ben c'est lié à son vécu. Le château de Chantilly, c'est tout d'abord 8 siècles d'histoire. Ces différentes destructions, constructions et reconstructions reflètent les nombreux propriétaires y ayant résidé et surtout leur débilité à chacun. Parce que Dieu sait qu'il y en a eu des cons qui sont passés dans l'enceinte du château. A l'origine, il s'agit d'une forteresse médiévale cantonnée de 7 tours et entourée par des douves remplies d'eau. Elle prend place sur un rocher parmi les marécages de la vallée de la Nonette, un lieu qui peut paraître inhospitalier parce que bordel de merde c'est quand même un marécage. Mais il y a un vrai intérêt stratégique à mettre un château ici, puisqu'en effet le château verrouille la route entre Paris et Senlis. La fin du Moyen-Âge, c'est un synonyme de drame pour le château qui va se faire littéralement casser la gueule. En 1358, la guerre de 100 ans ravage la région. Dans ce contexte qui mêle crise politique, sociale et militaire, les paysans du nord de la France se révoltent. Ce mouvement s'appelle la Grande Jacquerie, en référence à son meneur, Jacques Bonhomme. Et ce sont ces mêmes Jacques qui pillent et détruisent alors en grande partie la forteresse. En 1386, la famille d'Orgemont édifie une nouvelle forteresse sur les terres. Dès lors, le château de Chantilly n'est plus jamais vendu, mais seulement transmis en héritage. Le problème, c'est que pour transmettre en héritage, logiquement, et surtout à cette époque, il faut avoir des enfants. Et ça, Pierre III d'Orgemont, il l'a pas trop compris. Parce qu'il s'éteint comme un con, tout seul, en 1484, sans héritier de sang. Mais comme le monde est bien fait et qu'il a beaucoup de chance, il décide de léguer la forteresse à son neveu, Guillaume de Montmorency. La puissante famille de Montmorency possède le château de Chantilly entre le 15e et 17e siècle. Et tant qu'à faire, quand on a un château, elle va en profiter pour faire d'importants travaux de modernisation. Anne de Montmorency, c'est pas n'importe qui. C'est le compagnon d'armes de François Ier. Quand son copain le roi s'en va en guerre, il est là à ses côtés. Et justement, ils sont en pleine guerre. Les guerres d'Italie. Entre les divers combats, les diverses batailles et surtout ces campagnes qui sont assez longues, Anne de Montmorency a un agenda bien chargé. Mais comme c'est un homme qui est très bien organisé, il prend tout de même le temps d'admirer le paysage italien et notamment ses magnifiques châteaux. Cela lui inspire les rénovations et autres modifications qu'il mène par la suite dans sa propriété. À son retour en France, il édifie un châtelet d'entrée dans le style de Renaissance française qui correspond à l'actuel petit château. Il sera responsable de l'un des joyaux du domaine, les jardins. Il édifie aussi 7 chapelles dont 2 sont conservées à l'intérieur du parc et aménage également en 1538 la terrasse sur laquelle se dresse actuellement sa statue équestre. Mais bizarrement, sa statue ne se trouve nulle part dans Battlefield 1. Quand on se balade dans la map, on trouve une statue qui est similaire à celle de Montmorency, mais c'est pas celle-là. Du moins c'est pas Montmorency, c'est un cerf. C'est bizarre et c'est un truc qui est assez récurrent dans Battlefield 1, c'est que beaucoup de statues sont remplacées par des animaux. Bizarre. Le descendant de notre chère Anne, c'est Henri II de Montmorency. Stop. Une fois mais pas deux. Merci. Ce débile d'Henri II a l'idée géniale de se révolter contre le principal ministre de Louis XIII, Monsieur le cardinal de Richelieu. Je répète, il a décidé de se mettre en guerre contre Armand Jean Duplessis de Richelieu. Ce gars-là. The King of France dies at the hands of his own personal guard. Grief-stricken, terrified, the huddled masses turn for comfort to their devout spiritual leader, who, ever so humbly, assumes the throne
with the Queen by his side. I would rather die. That can be arranged! On peut donc rapidement imaginer que décider d'aller titiller le trou de balle dans des plus proches conseillers du roi est une idée de merde. Et à juste titre, puisque le roi de France le condamne à la décapitation en 1632, et en plus de ça, il lui confisque tous ses biens. T'es condamné à mort, et en plus, on te vole tes chaussures. En 1643, Anne d'Autriche, la reine de France, restitue le château à Charlotte de Montmorency, la dernière sœur d'Henri II. Et justement, cette dernière épousera Henri II. De Bourbon-Condé, bah oui, elle va pas épouser son frère qui est mort quand même. Le château de Chantilly devient ainsi la propriété de la famille Bourbon-Condé, la branche cadette de la maison royale des Bourbons. Plus tard, Louis II de Bourbon-Condé hérite du château de Chantilly à la mort de son père Henri, et restera célèbre dans l'histoire sous le nom de Grand Condé. Toutefois, Louis II n'est lui aussi pas gâté par la nature en termes de matière grise, et à la manière de H2M, il décide de s'engager contre Mazarin pendant la Fronde. C'est une révolte nobiliaire, donc une révolte de riches qui se mettent sur la gueule, et ça s'est déroulé pendant la minorité de Louis XIV. En 1652, le pouvoir royal lui confisque le château de Chantilly et ce ne sera qu'en 1659 que ce dernier en retrouvera la pleine possession après la signature du traité des Pyrénées. Cependant, le pardon accordé au Grand Condé ne signifie pas un retour en grâce, et il ne peut pas résider à Versailles auprès du roi de France. Il s'installe donc définitivement au château de Chantilly en 1664. Et comme à partir de maintenant il a beaucoup de temps devant lui, comme les autres, il va s'attacher à faire fructifier son domaine. Avant de mettre son talent au service de Versailles, le jardinier André Le Nôtre dessine le parc du château de Chantilly. Il canalise la Nonette pour créer le grand canal et aménage les jardins à la française. C'est lui qui donne vie à la perspective actuelle qui s'étend de la grille d'honneur jusqu'à la terrasse avec, sur le plan, l'originalité de voir l'axe décentré par rapport au château. Mais malgré tout, on s'ennuie vite dans les couloirs froids et vides d'un château, surtout quand on est très très riche. Tous nos amis sont à Versailles avec le roi tandis que nous sommes ici. Il semble si loin le temps des choses et des plaisirs simples. Une partie de chasse avec le roi, se moquer des pauvres dans la rue ou encore les réunions autour d'une table pour discuter politique tout en se repoudrant le nez. Mais il ne se laisse pas abattre. Il se remonte les manches. Et pour y remédier, le Grand Condé y organise une véritable vie de cour. Comme à Versailles, mais en 10 fois mieux. Il convie tous les grands intellectuels et artistes de son temps. Dans les couloirs de Chantilly, on peut croiser Molière, Racine, La Bruyère, La Fontaine, Madame de Lafayette, Madame de Sévigné et même Bassem. Non, c'est Benoît XVI, va te faire niquer. Je veux dire, Bossuet. Le relooking du château de Chantilly ne s'arrête pas là. Il connaît plusieurs embellissements au fur et à mesure du XVIIIe siècle. Le duc de Bourbon, Louis IV Henri de Bourbon-Condé, construit à partir de 1719, avec son architecte Jean Aubert, un nouveau bâtiment de style classique sur la base de l'ancien château fort. Il donne aussi naissance aux grandes écuries, que vous pouvez voir à l'écran, voilà, boum, et ça sera les seules images que vous aurez parce qu'on avait plus de batterie ce jour-là. Jean-Aubert ne chôme pas car il met également en place une bonne partie de l'urbanisme de la ville de Chantilly. Le duc de Bourbon devient le principal ministre du jeune Louis XV, entre 1723 et 1726. Il organise avec l'aide de sa maîtresse, la marquise de Prie, le mariage du roi avec la princesse polonaise Marie Lesinski. Je vais pas tenter là non plus, hein. Voilà, ça se dit comme ça. Dans les années 1740, Louis V Joseph de Bourbon-Condé poursuit l'œuvre de son père. Il édifie le Jeu de Paume en 1756, le château d'Angien, le château d'Antien, dites-le comme vous voulez, je m'en fous, qui est à la droite de la grille d'honneur, et est construit entre 1769 et 1772, le hameau et le théâtre aujourd'hui disparu. En 1774, il fait dessiner le jardin anglo-chinois qui, lui, est inauguré le jour de Pâques 1775. Pendant la période révolutionnaire, le château de Chantilly connaît de nombreuses destructions. Louis V Joseph de Bourbon-Condé émigre au lendemain de la prise de la Bastille le 17 juillet 1789. En application de la loi sur les immigrés, les révolutionnaires, non pas celle-là, de loi sur les immigrés, calme-toi, les révolutionnaires posent un séquestre sur le château de Chantilly le 13 juin 1792. Un groupe de gardes nationaux va par la suite s'installer dans le château de Chantilly et les révolutionnaires le videront de ses meubles. Le château de Chantilly devient une prison politique à partir d'août 1793. Faute d'entretien, les jardins de Le Nôtre se transforment en friches. Le domaine connaît un démantèlement progressif avec la vente des terres et la bande noire des démolisseurs achète le château pour raser les bâtiments et vendre les pierres. Ils ne démolissent Dieu merci que le grand château dont il ne restera que les fondations.
En 1814, Louis V Joseph de Bourbon-Condé rentre d'exil. Il s'agit d'un homme âgé de 78 ans, mais malgré tout, Papy fait de la résistance, et il se borne à faire diverses réparations et achète quelques terrains. Il ne parvient malheureusement pas à reconstituer le parc, désormais coupé par la route qui relie Chantilly à Vineuil-Saint-Firmin, construite à l'époque révolutionnaire. Pour la masquer, son fils, Louis VI Henri de Bourbon-Condé, dit duc d'Enghien, qui est probablement l'un des propriétaires de Chantilly les moins stupides qu'on a eu la chance de croiser dans cette vidéo, a l'excellente idée de transformer la partie occidentale du parc en jardin à l'anglaise. Mais tragiquement, la lignée des Bourbon-Condé s'éteint, avec le jeune duc d'Enghien mort dans des circonstances plus que cocasses. Louis VI Henri de Bourbon-Condé désigne comme héritier son filleul et petit-neveu Henri d'Orléans. Il est duc d'Aumale et fils du roi des Français, Louis-Philippe Ier. À la mort du prince de Bourbon-Condé en 1830, le château de Chantilly revient à la maison d'Orléans, et le duc d'Aumale entreprend plusieurs travaux d'envergure. En 1845, après son mariage avec Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, le duc d'Aumale commande à Eugène Lamy l'aménagement de nouveaux appartements privés dans le petit château. Il projette alors des travaux de reconstruction, mais la chute de la monarchie de Juillet contrecarre ses plans. Il doit donc prendre le chemin de l'exil en 1848. À son retour en 1875, il décide de reconstruire le grand château pour abriter son immense collection de livres. Pour cela, il fait appel à l'architecte Honoré Daumet qui lui réalise cette pièce. On peut trouver dans ce très joli cabinet des livres la collection du duc, mais aussi d'autres éléments. Des sceaux, divers documents comme des plans du château, et même des armes de cérémonie. Le duc d'Aumale décide en 1884 de léguer son domaine à l'Institut de France, car il ne possède aucun héritier vivant, et il meurt le 7 mai 1897. Moins d'un an après sa mort, le château de Chantilly ouvre ses portes au public sous le nom de Musée Condé. Nous sommes donc à l'aube des années 1900. L'Europe ne le sait pas encore, mais le plus grand conflit du globe va bientôt éclater avec des répercussions au-delà de ses frontières. Et le rôle que va jouer le château de Chantilly dans ce conflit mondial sera décisif. Du moins, c'est ce que laisse penser Battlefield 1. Car en vérité, ça s'est pas du tout passé comme ça. Le 1er août 1914, la France bascule dans la Première Guerre mondiale. Le château de Chantilly se trouve sur la route de Paris et les Allemands s'en rapprochent à grands pas. Le domaine perd donc sa fonction touristique au profit d'une fonction militaire. Le 30 août 1914, l'armée allemande arrive dans l'Oise et détruit la ville de Senlis le 2 septembre. Le chef d'état-major de l'armée, le général Joffre, qui commence à sentir que ça sent pas bon et qu'il faut peut-être se bouger un peu, installe son quartier général dans l'hôtel du Grand Condé à Chantilly. L'armée française investit le domaine et utilise les 7800 hectares du château pour entraîner son aviation. Les grandes écuries sont vides, il n'y a plus de chevaux, ils sont partis sur le front avec les hommes. Les soldats utilisent alors les grandes écuries comme un énorme parc automobile, et face à la menace des raids aériens allemands, les femmes de Chantilly organisent des ateliers de camouflage sur la pelouse, où elles fabriquent le matériel à la dissimulation des hommes. L'Institut de France et le conservateur du musée jouent aussi un rôle considérable. Tout au long des combats, ils ne cessent de protéger et de guider les soldats dans les galeries et le parc du château. Cependant, et c'est le plus important, contrairement à ce que laisse entendre Battlefield 1, aucun combat ne s'est déroulé dans l'enceinte du château. Absolument aucun. Mais c'est justement une des différences les plus importantes entre le château et le jeu et qu'on va voir au fur et à mesure. Le château à l'époque, il a été pensé comme un château justement, pour avoir une vie de couple, pour y recevoir des gens, et juste pour y vivre. Battlefield 1 c'est un jeu, le but c'est de s'amuser. Et donc l'architecture du domaine et du château, elles ont dû être modifiées pour que le gameplay soit plus agréable. Ces éléments, on a commencé à les remarquer surtout durant le deuxième jour. Et nom de Dieu, quel jour ce fut! Le soleil se leva doucement sur Chantilly. Et le petit déjeuner à l'hôtel fut certes simple mais copieux. Une fois en route, nous nous sommes dit que la meilleure des choses serait d'aller mettre du carburant avant d'aller au château pour qu'une fois la visite terminée, nous puissions rentrer directement chez nous. Seulement, nous avions choisi le mauvais week-end. Celui du 22 octobre 2022. Et durant le mois d'octobre 2022, la France, ça ressemblait à ça. Mauvaise nouvelle, il ne reste plus une seule goutte de gazole. 6 des 7 raffineries sont en grève. La question que se posent tous les gens qui vous regardent ce soir, le retour à la normale, c'est pour quand? 55% dans les Hauts-de-France, la région la plus touchée.
15 octobre 2022. Il est dorénavant 11h06. La pénurie d'essence bat son plein. Les prix s'enflamment dans les quelques stations-service où il reste encore du carburant. Nous sommes ici depuis 45 minutes. Et c'était loin d'être fini. Le plein avait été fait à l'aller, certes, mais quid du retour? Et en plus, on aurait dû s'en douter, mais encore une fois, on est très con. La veille, en revenant du château, on a essayé de trouver une station ouverte, mais après 4 essais, on a décidé de repousser la recherche au lendemain. Grave erreur. Notre matinée du dimanche consistait principalement à trouver une station essence, oui, mais surtout une qui acceptait tout le monde, car à l'époque, certaines stations distribuaient du carburant, mais uniquement aux personnes en ayant réellement besoin. Le désespoir commençait à monter. Station après station, nous ne trouvions absolument rien. Alors après avoir épuisé toutes les options de la ville, on a pris une décision. On s'est tourné vers les villes alentours, celles proches de Chantilly qui pourraient peut-être abreuver notre véhicule de cet or noir qui nous aide à avancer. Les prix, si maudiques, seront entendus. Regardez ça, la France. Le samplon 95 à 1,58€ le litre seulement. C'est donné. Une affaire, c'est donné. Nous étions prêts à le payer 20€ le litre. Et après plusieurs longues et douloureuses minutes, Nous voyons enfin la station Total. la nouvelle tomba. Amis, le plein d'essence est effectué. Le plaisir est vraiment présent au bout d'1h30. 1h30, mais le plein est là. Les 70€ ont été reversés à Total. Sans ne plus avoir à se demander si nous pourrions enfin rentrer chez nous, nous avons repris le chemin vers le château pour ce deuxième et dernier jour de visite. On a fait tout ce qu'on n'a pas pu faire, c'est-à-dire la salle des banquets avec ses menus d'époque. Pour le déjeuner du 12 septembre 1893, on a eu en entrée des œufs brouillés aux truffes, des filets de sole à la Orly, des côtelettes de mouton, de la purée de pommes de terre, de la gélatine de volaille à la gelée, des salades de chou-fleur et religieuses au café en dessert. Et bien évidemment, la galerie des peintures avec ses 85 tableaux. Ici, le tableau de l'assassinat du duc de Guise. D'ailleurs, fun fact, je suis allé dans la chambre où il est mort et j'ai vu le carreau sur lequel il a été poignardé. Et t'as un portrait de Talleyrand, le ministre de Napoléon qui l'a trahi. Puis une autre salle avec encore des tableaux. Et regarde, parce que il y a le palais des ducs d'Orléans à Palerme, et il est là. Puis une salle cette fois avec des tableaux et des sculptures. Ce qu'on a remarqué au fur et à mesure de ce deuxième jour, c'est que l'intérieur du château ressemble pas tellement à ce qu'on a dans le jeu. Les couloirs, le sol, les murs, ils n'ont pas grand chose à voir avec Battlefield 1, mais on sent quand même que les développeurs ont décidé de garder le côté noble du château. Comme ce couloir, et celui-là, qui sont finalement le même couloir, ils sont identiques. Les mosaïques qui sont au sol et au plafond sont exactement les mêmes. Mais c'était pas ça le plus frappant. C'était ça. C'est ressemblant, non? Les mêmes statues de lion en haut, les mêmes statues enfoncées dans la façade, même si elles ont été légèrement modifiées, et les vases ou urnes qui sont à côté des statues. Seulement, quand on est sur la map de Battlefield 1 et qu'on passe sous la grille, on se retrouve avec 3 autres grilles, avec exactement la même façade. On va prendre de la hauteur. D'ici, on voit bien qu'avant d'entrer dans la cour du château, on doit d'abord passer par une pré-cour, ou une très grande terrasse, ça dépend de comment vous voulez le voir. À Chantilly, cet espace, il n'existe pas du tout. Une fois passé la grille d'entrée, on arrive directement dans la cour du château. Pourquoi rajouter ça? Eh ben on pense, et c'est qu'une théorie, car on n'est pas sûr de la réponse à 100%, que dans le jeu, ça a permis de rajouter un point de capture du drapeau en mode opération. D'ailleurs, 2 autres théories qui concernent cette fois l'absence des douves qui peuvent être liées à cet ajout, c'est qu'avec ce nouvel espace, il y a un accès en hauteur qui permet aux snipers de camper comme des grosses merdes. S'il y avait eu l'eau tout autour du château, ça aurait fait leur bonheur que de pouvoir tirer sur des mecs qui sont en train de traverser la nage et qui peuvent uniquement se défendre avec leur arme secondaire. L'autre théorie, c'est que s'ils n'avaient pas décidé d'ajouter cet espace et d'être beaucoup plus fidèles à l'architecture du château de Chantilly, alors l'équipe positionnée dans le château aurait été impossible à déloger, car le seul moyen d'y accéder, le seul moyen d'y entrer, c'est ici. Donc rajouter un plan d'eau tout autour du château comme en vrai, ça aurait pu créer un gros déséquilibre pour les joueurs voulant capturer le drapeau. Mais ça ne reste que des hypothèses.
Si on réduit Chantilly à des formes géométriques, comme ça, on voit que là aussi les développeurs ont changé 2 ou 3 petits trucs. Déjà, cette partie du château, elle a été amputée, mais ça, c'est pas le plus important. Cet espace du château en bleu a été décalé, et la fameuse salle de bal de Chantilly, enfin de la map, elle a été ajoutée. Dans la réalité, il n'y a pas de salle de bal à Chantilly, mais il y a bel et bien un point d'accès, et c'est justement par là qu'on arrive dans la cour du Châtelet. Dans Battlefield 1, en plus de cet accès, il y en a un deuxième qui a été rajouté ici, pour que les joueurs puissent, par exemple, capturer le château. La dernière différence est de taille, cette fois, littéralement, c'est vis-à-vis de l'axe du château et de ses miroirs d'eau. Comme vous l'avez vu, la disposition de Chantilly, elle est pas bien compliquée. Quand on arrive, le château est sur la gauche, et en face, on a les miroirs d'eau. Dans Battlefield 1, l'axe du château n'est plus divisé en 2, mais en 3. Le château à gauche, en face, les bassins, qui ne sont plus l'un à côté de l'autre, mais l'un derrière l'autre, et les parterres à droite. Si les 2 premiers éléments sont bien exploités dans le jeu, les parterres, eux, font vraiment acte de présence. Regardez ça, c'est juste un terrain plat. Très joli, car il est symétrique, mais sans aucune utilité. Et en plus, on peut pas aller très loin parce que sinon on crève. Il y a d'autres petites différences, comme l'absence totale du château d'Angien, ou la présence d'une gare ferroviaire alors que celle de Chantilly est pas du tout à côté du domaine, mais c'est pas vraiment important. D'autant plus qu'on approche de la fin de notre dernier jour et de cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue. On finit de faire les salles avec les diverses peintures, qui sont bien évidemment accompagnées de leur petite leçon d'histoire. Le fils d'Otard qu'il a eu avec Madame de Montespan, après la mort de Jésus, de Philippe V, du coup le petit-fils de Louis XIV, qui lui deviendra roi d'Espagne au terme de la guerre de succession d'Espagne. Ce qu'on voulait dire surtout, c'est que si vous n'êtes pas loin de Chantilly, déjà ça vaut le coup d'y aller. C'est vraiment une visite à faire, c'est pas très long. Faites-la par beau temps de préférence, soyez pas cons comme nous. Et en plus, c'est pas super cher. Il y a des tarifs réduits pour les étudiants, mais il y a aussi la possibilité de juste visiter le parc, si ça vous intéresse. Par-dessus tout, c'est aussi pour vous inviter à jouer à Battlefield 1. C'est vraiment un jeu fantastique avec des décors somptueux et un thème qui change des FPS qu'on a pu et qu'on a ces dernières années. Même si vous n'aimez pas la Première Guerre mondiale ou si vous n'aimez pas la saga Battlefield, ce qui est franchement étrange, chaque Battlefield est un succès grandiose, ça vaut le coup de l'essayer. Probablement parce qu'on est des fans d'histoire et de Battlefield, c'est un jeu qui nous marque encore 8 ans après sa sortie et qu'on a le bonheur de relancer de temps en temps pour se plonger dans son atmosphère qui est si bien réalisée.